Je m'appelle Jérémy et je suis travailleur social au Comité contre l'esclavage moderne. J'ai travaillé auprès des mineurs non accompagnés qui étaient laissés à la rue, à Calais et à Paris. Et j'ai aussi travaillé avec des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans les foyers. Et voilà, je me suis retrouvé au comité il y a 1 an maintenant. Travailler au comité, au CCM, je pense que ça m'a permis de réaliser aussi l'ampleur du phénomène. Les situations que j'avais pu rencontrer de traite, notamment à Calais, j'aurais jamais imaginé qu'elles puissent avoir autant d'ampleur dans toute la France, et notamment sur la question du travail domestique. Ça, c'est quelque chose qui m'a réellement interpellé à mon arrivée au comité. Le nombre de personnes qui se retrouvent exploitées au domicile d'hommes d'affaires, de personnalités diplomatiques ou de riches familles, j'ai trouvé ça hallucinant. Les entretiens libres du CCEM. Alors j'ai passé presque 3 ans à Calais, et du coup j'ai été confronté à plusieurs situations de traite des êtres humains, notamment des mineurs du coup. C'est un sujet qui m'a parlé dans tous les cas assez rapidement quand j'ai vu l'annonce. Je connaissais pas le comité contre l'esclavage, mais du coup là je me suis renseigné par ce biais-là. Donc je suis un peu tombé sur cette association au hasard. Après voilà, la thématique me parlait, la question de l'exploitation par le travail me parlait au-delà de mes expériences et des situations auxquelles j'avais été confronté. Et puis le travail comme contrainte à l'intégration des personnes exilées en France, je trouve que c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc le pôle social, on a plusieurs missions. On accompagne les personnes dès leur sortie d'exploitation. Donc déjà on peut se retrouver à être en contact avec elles alors qu'elles sont encore en exploitation, pour aménager avec elles leur sortie en toute sécurité. Et assez rapidement, du coup, la question de la protection de la victime se pose. Du coup, ça peut être dès le début de l'accompagnement une recherche d'hébergement d'urgence, que ce soit avec le SAMU social ou avec nos moyens alternatifs, c'est-à-dire parfois l'appartement d'urgence du comité, ou bien même des financements de chambres d'hôtel lorsque le SAMU social ne répond pas présent. Et puis assez rapidement, voilà, on reçoit la personne, on essaye de répondre à ses besoins primaires qu'elle exprime. Souvent, les personnes ont des grosses problématiques de santé à la sortie d'exploitation, que ce soit en termes de santé psychologique ou physique. Du coup, là, on peut se retrouver à l'accompagner aux soins, à ouvrir les droits aussi à la sécurité sociale, droit qui souvent n'a pas été ouvert parce que la personne n'a pas pu accéder à ses droits et à sa liberté en exploitation. Et puis voilà, petit à petit, on essaie de construire un projet d'accompagnement avec la personne sur l'accès à l'hébergement, l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au divertissement. Et voilà, tout ce travail est construit avec la personne au fur et à mesure qu'aussi le lien de confiance se crée, et que la personne se sente prête à effectuer ses démarches. Ça peut prendre du temps, parfois il faut un moment de répit pour que la personne soit prête à effectuer toutes ces démarches. Même si ça ne concerne pas l'ensemble des victimes de traite, on se rend compte assez rapidement qu'une grande majorité est en situation irrégulière et se retrouve en situation d'exploitation. Ça en dit long sur les conséquences d'une vie clandestine en France, et sur les conséquences d'un manque d'accueil aussi de la France vis-à-vis des nouveaux arrivants. Un autre constat qu'on peut faire, c'est que nombre de personnes se retrouvent en situation d'exploitation parce qu'elles étaient à la rue. Ça nous permet aussi de réfléchir à ce qu'impose la rue, en fait, à ce qu'impose le manque de places d'hébergement à Paris et ailleurs. En fait, c'est que plusieurs personnes nous expliquent qu'elles ont accepté, ou parfois qu'elles ont été tentées d'accepter une proposition, même si étrange qu'elle puisse paraître, parce qu'elles n'avaient pas le choix, en fait. Il était question de survie, il était question de ne pas dormir dans la rue, et donc parfois de s'oublier un petit peu pour survivre. Donc tout ça pose des vraies questions en termes de droits fondamentaux qui ne sont pas respectés en France. Pour faire suite à ce que je disais, l'État pourrait lutter contre les situations de traite en amont, empêcher
au maximum les situations de rue et les situations d'errance des personnes, qu'elles soient en situation régulière ou non, c'est anticiper les situations de traite. Donc déjà, il y a ce travail à faire, c'est que des personnes qui se retrouvent à la rue des mois et des années n'ont pas d'autre choix que de se retrouver entre les mains de personnes mal intentionnées qui seront prêtes à leur proposer n'importe quoi pour survivre. Donc déjà, il y a cet aspect-là d'anticipation. Et puis après, moi je trouve ça toujours alarmant de se dire qu'une personne qui parfois a vécu des années d'enfer et de torture et d'indignité se retrouve potentiellement encore à la rue à la sortie d'exploitation. C'est une réelle négligence et on pourrait même parler de non-assistance à personne en danger. Enfin, c'est très préoccupant. Il y a des personnes qui ont dû attendre parfois plus d'1 an pour trouver une solution d'hébergement adaptée. Donc voilà, là c'était à elles-mêmes d'aller chercher des contacts chez des proches ou pas pour trouver un hébergement et effectuer ces démarches, ou alors à nous-mêmes de compenser les carences de l'État. La deuxième chose que j'ai évoquée, du coup, c'est la question de la régularité de séjour. En fait, priver les personnes d'une existence et d'une régularité sur le territoire français, c'est les priver de ressources, c'est les priver d'hébergement, c'est les priver de droits, en fait. Ce qui les met dans une forme d'invisibilité sur le territoire et ce qui les amène forcément à vouloir s'en sortir par d'autres moyens, par des moyens souterrains. Et dans ces moyens souterrains, il y a des personnes mal intentionnées dont les actions riment avec argent et du coup vont profiter de ces personnes en situation de vulnérabilité pour leur profit personnel. Donc effectivement, nous on est là pour que ces personnes mal intentionnées soient jugées par la justice, mais n'oublions pas les causes de tout ça. Ce qui amène ces situations à choisir le chemin souterrain, c'est l'absence de possibilité de régularité de séjour. Et donner une possibilité aux personnes d'avoir une identité physique, administrative en France, c'est leur permettre d'avoir des droits et d'accéder à la dignité, en fait. Je trouve que la connexion entre le pôle social et le pôle juridique au comité a un vrai sens dans l'accompagnement des victimes, dans le sens où j'ai l'impression que nous, dans le pôle social, on se focalise sur l'après-exploitation, sur le présent et sur l'après. Très rarement, j'ai pu évoquer le passé et le parcours de violence des personnes que j'accompagne au comité, sauf si elles le souhaitent l'évoquer. En tout cas, moi, je m'y intéresse très peu. Évidemment, je suis intéressé par leur parcours, mais je me concentre pas là-dessus. On se concentre sur la suite, en fait, sur l'après, sur la page qui se tourne. Et parfois, le juridique, j'imagine, a forcément besoin de se concentrer sur le passé et d'avoir cette coupure. Je trouve que ça me permet d'avoir une cohérence aussi dans l'accompagnement qu'on propose au comité. C'est-à-dire que on n'est pas là que pour appuyer la souffrance de la personne qu'on accompagne. On est aussi pour l'accompagner vers la suite, vers du positif, vers une non-fatalité, en fait. Et je trouve que ça met du sens et ça met une continuité dans ce qu'on propose. Les personnes qu'on accompagne, les victimes qu'on reçoit au comité, c'est souvent des personnes à qui on a voulu priver la possibilité de choisir et de désirer pour soi-même. Et que je pense que c'est une priorité aussi pour le comité, c'est de permettre à la personne de réapprendre à prendre des décisions pour soi-même et pour sa vie, pour son futur. L'autre conséquence, une fois que les personnes sont sorties d'exploitation et qu'on les reçoit, on constate que souvent les personnes sont très atteintes psychologiquement dans leur estime d'elles-mêmes et dans leur confiance vis-à-vis d'autrui. Donc c'est un gros travail pour nous aussi, pour soutenir les personnes, pour leur reconstruction, et même pour recréer une forme de confiance avec nous-mêmes, pour que les personnes puissent nous considérer comme un réel soutien dans leur reconstruction. Et ça se passe pas par les papiers et par les formulaires, ça se passe par la relation. Et voilà, redonner la possibilité aux individus de faire des choix pour soi-même, et malgré le fait qu'elles n'ont pas de papier, ou qu'elles n'ont pas de logement, ou qu'elles n'ont pas d'argent,
ce droit est incontestable et doit être fondamental, et c'est pas de la perte de temps que de le rappeler, quoi. Pour faire suite à ce que je disais sur la reprise de confiance en soi et d'estime de soi, etc. Il y a 2 semaines, on se baladait dans le quartier autour de l'appartement d'urgence avec deux des dames qui y sont hébergées. On se promenait, on rigolait, et on croise la police qui était en train de contrôler tout le monde pour les attestations et les masques, etc. Et une des personnes avec qui on était, qui est donc en situation irrégulière, ouvre grand les yeux et réalise juste qu'elle a plus de papier, et que c'est la première fois en fait qu'elle se balade aussi sereinement dans la rue et qu'elle arrive à croiser des policiers, parce que voilà, elle explique qu'en fait elle était avec nous et que depuis qu'elle est au comité, elle se réapproprie un peu l'espace public, elle contrôle sa peur, et elle est plus tétanisée, et c'était super cool de la voir prendre du plaisir à croiser un policier, quoi.